je vais vous présenter des études sur la cirrhose, l'hypertension portale et ses complications. Et vous verrez que la plupart de ces études ont fait l'objet des dernières recommandations de Baveno que nous avons récemment présentées avec la FEF et que, en particulier celles qui ont été présentées par le Dr Elkrief dans les webinaires précédents. Donc, la première étude concerne le traitement médical et le carvedilol. Cette étude européenne est très importante. Vous savez qu'on définit maintenant l'hépatopathie chronique avancée compensée, qui sont des patients à haut risque d'avoir une hypertension portale significative et à risque essentiellement de complications et de décès de maladies hépatiques. Ce stade d'hépatopathie est défini essentiellement par des valeurs d'élasticité qui permettent d'exclure, de suspecter ou de retenir ce diagnostic d'hépatopathie chronique avancée compensée. D'autres tests sanguins, associés ou non à l'élastographie, permettent également de définir la gravité de cette maladie hépatique. Maintenant, comment peut-on estimer l'hypertension portale encore avec le fibroscan et les tests biologiques? Les valeurs d'élasticité à moins de 15 kPa avec des plaquettes à plus de 150 000 plaquettes permettent d'exclure l'hypertension portale cliniquement significative avec une valeur prédictive négative qui est excellente à plus de 90%. De la même façon, une hypertension portale cliniquement significative va être définie soit avec une élasticité supérieure à 25 kPa avec une excellente valeur prédictive positive, et il existe une zone un peu grise entre les deux, mais qui permet quand même, lorsqu'on utilise l'élasticité et le seuil de plaquettes, de définir une hypertension portale cliniquement significative avec une valeur prédictive positive autour de 60%. L'étude que je vais vous présenter voulait voir si le carvedilol permettait d'éviter de passer de ce stade de cirrhose compensée à un stade de cirrhose décompensée. Et pour cela, ils ont effectué une méta-analyse de données individuelles et ajusté ces résultats par un score de propension. Donc, les résultats sont donc les suivants. Il y a donc 350 patients avec cirrhose compensée qui viennent de 4 essais contrôlés. 180 patients étaient traités par carvedilol et étaient comparés à 171 patients contrôle, soit patients traités par ligature de varices ésophagiennes et 92 sous placebo. Et vous voyez tout de suite que le carvedilol permet de très significativement diminuer le risque de développer une décompensation de la maladie hépatique, mais également, résultat encore plus important, d'améliorer la survie. Donc, en conclusion de cette étude, le traitement par carvedilol réduit la décompensation de la cirrhose et a amélioré de manière significative la survie des patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée. Ces résultats suggèrent que le dépistage de l'hypertension portale significative chez les patients atteints de cirrhose compensée pour permettre l'initiation rapide du carvedilol permettrait d'améliorer le pronostic de ces patients. Ainsi, de cette étude ont découlé les recommandations de Baveno 7, qui, vous voyez, sont très différentes de celles de Baveno 6. Maintenant, on prévient la décompensation et lorsque nous sommes dans la situation d'une hypertension portale cliniquement significative telle que je l'ai définie précédemment, on fait immédiatement une prophylaxie par carvedilol. Donc, la philosophie de Baveno a vraiment évolué. Avant, les bêta-bloquants, c'était surtout l'idée de prévenir l'hémorragie digestive, d'où l'intérêt que les tests invasifs de dépister les patients qui ont besoin de faire une fibroscopie. Maintenant, c'est plus, on table plus sur l'effet pléiotropique des bêta-bloquants et on fait le jump, diagnostic non invasif, indication de traitement. Exactement. Donc maintenant, ce n'est plus l'endoscopie en première ligne. On met en place le traitement puisqu'il n'agit pas que sur l'hémorragie digestive, mais il agit sur la décompensation et sur la survie. Donc, un point extrêmement important qui permet de donner ce médicament par carvedilol systématiquement.
Et on en profite pour rappeler que la FEF a fait un webinaire, comme tu l'avais rappelé en début, sur la restitution des recommandations de Bavenov-7, qui est toujours disponible en replay, que tout le monde peut consulter avec une large overview, parce qu'il n'y a pas que ça dans les recommandations de Bavenov-7. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons parler des autres traitements, en particulier de radiologie interventionnelle et du TIPS. Et cette étude importante de l'équipe de Marika Rudler, qui est encore une fois une étude multicentrique européenne et qui évalue le TIPS préemptif et en particulier le TIPS préemptif chez les patients qui ont une encéphalopathie hépatique. En effet, le TIPS préemptif réduit la mortalité de la cirrhose Child-Pugh-C ou B avancée avec un saignement actif et une hémorragie variqueuse aiguë. Mais les études de vie réelle, malheureusement, montrent qu'il y a moins de 15% des patients qui étaient éligibles pour un TIPS préemptif qui finalement ont un TIPS par crainte de ce risque d'encéphalopathie hépatique chez des patients qui ont eu une encéphalopathie hépatique. Donc les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la prévalence de l'encéphalopathie hépatique chez les patients atteints d'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes et d'évaluer le devenir des patients qui avaient une encéphalopathie hépatique à l'admission après un TIPS préemptif, et de déterminer si l'encéphalopathie hépatique à l'admission était un facteur de risque de décès et également, évidemment, d'encéphalopathie hépatique post-TIPS. Donc, il s'agit d'une étude observationnelle qui regroupe 2138 patients qui provenaient donc de 34 centres entre octobre 2011 et mai 2015. Et le TIPS préemptif était effectué et l'indication était posée sur la politique de chaque centre. Les patients étaient suivis jusqu'à 1 an ou jusqu'au décès ou jusqu'à la greffe. Donc voici les résultats de cette étude. 671 patients, finalement, sur 2138 patients étaient à haut risque. 66 ont reçu un TIPS préemptif contre 605 patients qui ont eu un traitement endoscopique et médicamenteux comme classiquement effectué. À l'admission, vous remarquerez que 39% des patients à haut risque avaient une encéphalopathie hépatique versus 10% chez les patients à faible risque. Et vous voyez ici, dans le diagramme un peu plus bas, que les facteurs de décès chez les patients à haut risque étaient le fait d'avoir un état de choc à l'admission, ce qui n'est pas très étonnant, un score de MELD élevé, un âge avancé, comme déjà décrit, une encéphalopathie hépatique à l'admission, mais qu'au contraire, les patients qui avaient un traitement un TIPS préemptif étaient protégés du décès dans cette population. Ici, vous voyez sur la courbe, sur les deux diagrammes du haut, les patients à haut risque avec encéphalopathie hépatique, alors que sur les courbes du bas sont présentés les patients à haut risque sans encéphalopathie hépatique à l'admission. Vous voyez sur les deux courbes du haut, donc la population totale et à droite les patients qui avaient, en plus de l'encéphalopathie hépatique, un score de Child-Pugh-C. Vous voyez qu'il y avait bien une différence significative de survie entre les patients traités par traitement par ligature seul sans TIPS préemptif et les patients en rouge, sur la courbe rouge, qui étaient les patients avec TIPS préemptif. Vous voyez qu'il y a bien une différence significative de survie et que les patients avec TIPS préemptif ont bien une meilleure survie, qu'ils soient Child C ou Child B sévère. En revanche, dans la courbe du bas, donc les patients sans encéphalopathie hépatique à l'admission, il n'y a pas de différence significative, même s'il y a malgré tout une bonne tendance. Donc, en conclusion, le TIPS préemptif est associé à une meilleure survie que le traitement endoscopique chez les patients à haut risque atteints de cirrhose avec hémorragie sur rupture de varices et qui présentent une encéphalopathie hépatique à l'admission. Donc, encore une fois, cette étude a permis de valider, vous voyez à gauche, pour Bavenov-7, lorsqu'on effectue un TIPS préemptif, ce TIPS préemptif est indiqué chez les patients Child B avec hémorragie active ou Child C, même s'ils ont une encéphalopathie hépatique, et c'est ce que je viens de rapporter dans cette étude.
Une deuxième étude sur le TIPS chez les patients en prévention de la récidive hémorragique avec ou sans embolisation des varices gastro-œsophagiennes. C'est effectivement une question qui se pose puisque les études préalables sont effectuées avec des TIPS non couverts ou sont des études rétrospectives ou non randomisées. Et donc, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'intérêt de l'embolisation des varices ésogastriques simultanées aux TIPS pour réduire l'incidence de la récidive hémorragique. Donc c'est important car il s'agit d'une étude randomisée, contrôlée, ouverte, monocentrique chinoise, avec un suivi médian des patients de 62 mois, 134 patients qui ont une cirrhose et un TIPS couvert. Il faut noter qu'il s'agit de patients qui ont un TIPS programmé, donc en prophylaxie secondaire dans les 6 semaines après rupture de varices œsophagiennes. Les patients sont randomisés soit pour un TIPS avec embolisation des varices. Il y a eu une stratification selon le score de Child et le critère de jugement principal était l'incidence cumulée de récidive de rupture de varices à 2 ans. Donc vous voyez ici les caractéristiques des patients par groupe. Vous pouvez constater que ces patients sont évidemment comparables et qu'il s'agissait essentiellement de cirrhose virale B avec un ADN détectable environ dans 41%. Il faut noter que la pression post-TIPS était supérieure à 12 chez 4 patients, mais que c'était équilibré dans chaque groupe et qu'il y a eu un succès du TIPS dans 100% des cas, que ce soit un TIPS avec embolisation ou sans embolisation. Donc voilà les résultats. Il n'y a pas de différence significative sur la récidive hémorragique, qu'il y ait ou non une embolisation. Vous voyez 11,6% dans le groupe TIPS et embolisation versus 13,8% sans embolisation. Et même dans les analyses en sous-groupe, il n'y avait pas non plus de différence, quelle que soit la cause de la cirrhose, le gradient post-TIPS, la localisation des varices. Voilà donc une étude qui ne montre pas de différence, qui est importante parce que c'était une question qui se posait et le fait d'avoir une étude randomisée contrôlée permet de confirmer que ce n'est pas nécessaire de faire ce geste. En conclusion, le risque de récidive hémorragique n'est pas diminué par l'embolisation des varices lors de la pose d'un TIPS couvert programmé en prophylaxie secondaire. Donc une troisième étude qui va également être importante dans les recommandations de Baveno sur l'utilité des tests non invasifs dans l'hypertension portale cliniquement significative après traitement de l'hépatite C. En effet, les tests non invasifs sont validés chez les patients qui ont une hépatite C chronique pour l'évaluation de l'hypertension portale cliniquement significative, comme on en a déjà discuté tout à l'heure. Et on sait que l'hypertension portale diminue après éradication virale. La question, c'est est-ce que ces tests non invasifs restent valide après cette éradication du virus de l'hépatite C, et puis de tenter de déterminer l'utilité pronostique et diagnostique de ces tests associés au taux de plaquettes. Donc, il s'agit d'une étude multicentrique européenne internationale, analyse poolée de données individuelles de patients issus de 8 cohortes avec une cohorte de validation. Donc, vous voyez ici les résultats. À gauche, le gradient à l'inclusion. Vous voyez que le gradient médian à l'inclusion était de 14 mm de mercure, alors qu'à droite, après traitement, ce gradient avait été abaissé à 11,8 mm de mercure. Il y avait une hypertension portale cliniquement significative chez 84% des patients à l'inclusion et seuls 54% avaient une hypertension portale significative après traitement. Donc une diminution du gradient de 80% grâce au traitement. Malgré tout, 14% des patients augmentaient leur gradient et pour 5%, le gradient restait stable. Chez les patients avec un gradient entre 6 et 9 mm de mercure, la résolution de l'hypertension portale était présente chez 68% des patients avec une hypertension portale cliniquement significative nulle.
Donc ici, voilà un peu un résumé de tout cela. En vert, les patients pour qui l'hypertension portale cliniquement significative peut être exclue. Vous voyez qu'au départ, 42% des patients avec une hypertension portale significative, 0% après traitement. En conclusion, chez les patients avec hypertension portale cliniquement significative et hépatite C guérie, sans autre cofacteur bien évidemment, je ne l'avais pas précisé, le risque de décompensation est nul si les patients ont une élasticité à moins de 12 kPa et des plaquettes à plus de 150 000. On peut alors arrêter la surveillance de l'hypertension portale. Et donc, vous voyez ici que dans ces recommandations de Baveno, sur la gauche, on est bien dans la situation où ces recommandations à Baveno ont bien recommandé l'arrêt de la surveillance de l'hypertension portale dans cette situation. En revanche, il est extrêmement important, bien sûr, de poursuivre la surveillance du carcinome hépatocellulaire. Donc, la dernière étude concerne la thrombose de la veine porte et le traitement anticoagulant à l'absence de cirrhose. Il s'agit d'un travail multicentrique français que nous avons coordonné sur le rivaroxaban en prophylaxie dans la thrombose chronique de la veine porte. Vous savez qu'il y a une balance bénéfice-risque, évidemment, dans le traitement anticoagulant dans la thrombose porte chronique, avec un risque hémorragique par rupture de varices ésophagiennes qui n'est pas négligeable, et un risque de thrombotique qui est variable dans les études rétrospectives, entre 5 et 7%, évidemment plus élevé lorsque les patients ne sont pas sous anticoagulants. Lorsque les patients ont des facteurs de risque majeurs, ce traitement anticoagulant reste évidemment indiqué, mais chez les patients qui ont des facteurs de risque faibles, comme une mutation hétérozygote des gènes de la coagulation, une hyperhomocystéinémie, cette question reste posée. Faut-il traiter ces malades par anticoagulant au long cours? Il n'y avait pour l'instant pas de réponse à cette question. Bien évidemment, lorsque les patients ont des facteurs de risque forts, on préconise une anticoagulation au long cours du fait de ce facteur de risque qui va majorer le risque de récidive. Donc, il s'agit d'un essai randomisé ouvert. Les patients étaient traités par rivaroxaban 15 mg ou randomisés pour l'absence de traitement anticoagulant. Le critère de jugement principal était la survenue d'un événement thromboembolique ou le décès. Donc, les patients inclus étaient soit des patients qui avaient un cavernum porte révélé par une complication de l'hypertension portale, ou bien qui avaient eu une thrombose porte aiguë qui a été traitée au moins 6 mois par traitement anticoagulant et pour lesquels on se demande s'il faut continuer ou arrêter. Tous ces patients n'avaient pas de facteurs de risque majeur de thrombose. Ces facteurs de risque majeurs sont décrits plus bas. À noter que les patients qui avaient été réséqués pour un infarctus mésentérique ou qui avaient un antécédent personnel ou familial de thrombose étaient également considérés comme des patients avec des facteurs de risque élevés de récidive, donc n'étaient pas inclus. 112 patients finalement inclus et randomisés, 56 sur rivaroxaban, 56 n'avaient pas d'anticoagulant. Et vous voyez que, encore une fois, les caractéristiques des patients à l'inclusion, les patients sont comparables, que ce soit en termes de gravité de l'hypertension portale, de thrombophilie de risque faible et d'extension de la thrombose de la veine porte. Et voilà les résultats. Dans le groupe Xarelto 15, qui est la ligne rouge, vous voyez qu'il n'y a aucun événement thrombotique, alors que chez les patients à qui il n'y avait pas de traitement anticoagulant, la ligne bleue, le risque de récidive de thrombose était environ de 20% patients année. Il y avait quand même des événements sévères de thrombose avec 3 embolies pulmonaires, 4 thromboses dans le territoire splanchnique, et ceci avec un suivi médian de 11,8 mois. Un résultat secondaire qui a quand même son intérêt est que les patients, vous voyez ici, on évaluait le risque de récidive selon le taux de dédimère, et les patients qui ont des dédimères supérieurs à 500 un mois après l'arrêt du traitement anticoagulant sont beaucoup plus à risque de récidiver leur thrombose avec un hazard ratio à 7,78.
Deuxième partie de l'étude, évaluer le risque hémorragique sous anticoagulant. Donc finalement, il était recommandé de switcher tous les patients à un traitement anticoagulant. 99 patients sous anticoagulant versus 12 patients qui soit ne voulaient pas prendre d'anticoagulant, soit leur médecin leur avait dit de ne pas le poursuivre. Et vous voyez que 3 patients ont présenté une hémorragie sévère, tous sur rupture de varices ésophagiennes, et que ce taux d'incidence d'hémorragie sévère était identique qu'on soit exposé aux anticoagulants ou non exposé à un traitement anticoagulant. Donc, en conclusion, chez les patients qui n'ont pas de facteurs de haut risque sous-jacent identifiés, il semble qu'il soit important de donner aux patients un traitement anticoagulant au long cours, par rivaroxaban 15 mg, et que si malgré tout on décide d'interrompre ce traitement, soit parce que ce patient est plus à risque hémorragique, soit parce qu'il est dans une situation moins favorable au traitement anticoagulant, on peut peut-être utiliser les dédimères et pour savoir ce que l'on fait par la suite, si on peut vraiment arrêter ou pas. Je vous recommande de relire ces recommandations de Baveno que j'ai largement détaillées et également d'autres recommandations qui ont été écrites dans la prévention et la prise en charge de l'hémorragie et de la thrombose chez les patients qui ont une cirrhose, recommandations de l'ESL. Une dernière question au sujet de l'étude sur le rivaroxaban. Habituellement, la posologie hors hépatopathie, j'entends, c'est plutôt 10 ou 20 mg. Là, vous avez fait le choix de 15 mg. Tu peux en dire un peu plus sur vos raisons, vos motivations? Alors effectivement, dans la thrombose veineuse profonde au stade aigu, on traite d'abord par 30 mg pendant 21 jours, puis 20 mg pendant 3 à 6 mois. Et après, soit on arrête, soit on peut donner 10 mg si ce sont des patients au risque de récidive de thrombose, d'embolie pulmonaire. Et donc, cette poursuite avec du rivaroxaban 10 mg, c'est une étude qui a été réalisée, qui s'appelle l'étude Einstein, qui a été réalisée plus tard, bien après l'initiation de l'étude REPORT, et donc qui n'est pas une dose que nous pouvions utiliser à l'époque. Donc nous avons, du fait du risque hémorragique de nos patients, nous voulions une dose un peu plus faible que celle de 20 mg. Et 15 mg, c'était la dose recommandée pour les patients à risque en cas d'insuffisance rénale. Donc nous nous sommes dit, bon, allez, tentons cette dose. Et finalement, en tout cas, 15 mg, ça marche pour éviter la récidive de thrombose. Peut-être que 10 aussi, mais il faudra faire d'autres études pour valider ce point.